Il y a un gros problème. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Quelques instants après le décollage, L'avion a commencé à être secoué. On va s'écraser. Je sais. le Boeing 737 plonge dans le fleuve glacé. Je pensais que j'allais mourir. Une équipe de télévision filme l'incroyable sauvetage. Cette femme allait mourir sous nos yeux. Les images bouleversent l'Amérique entière. Mais l'enquête se révèle difficile. C'est pas normal. L'enregistreur ne dit rien sur les moteurs. Boss, Une nouvelle méthode d'investigation est nécessaire. boss. Enlevez les voix. Et les enquêteurs trouvent une technique ingénieuse pour résoudre le mystère du vol Air Florida 90. Il aurait dû se fier à son instinct. Nous sommes le 13 janvier 1982. L'aéroport de Washington est paralysé par la neige. Les conditions météo ce jour-là à Washington, et en particulier à l'aéroport, étaient très difficiles. Il neigeait et il faisait froid, moins 5 degrés environ. C'était vraiment un temps épouvantable. Et à mesure que la journée avançait, les chutes de neige se sont intensifiées. Il est 14h15 et le vol Air Florida 90 aurait déjà dû décoller avec 74 passagers à bord. Mais l'appareil est toujours à la porte d'embarquement. On aurait dû prendre un autre vol. Ça va s'éclaircir. Joe Stiley est homme d'affaires et pilote privé. En compagnie de sa secrétaire Nikki Felch, il part en Floride pour un voyage professionnel. Tout le monde était conscient du fait qu'avec la neige, on avait une chance sur 2 de décoller. Pendant que les équipes de l'aéroport dégagent la piste, le trafic est complètement paralysé. L'aéroport national de Washington n'a qu'une seule piste. Donc ils ne peuvent pas dégager la neige pendant que les avions décollent sur une autre piste, comme cela se fait dans beaucoup d'aéroports. Quand la piste est fermée, l'aéroport aussi. Larry Whitton est le commandant de bord du vol 90. 15 degrés à Tampa et ici la neige. Ça fera du bien de rentrer. Roger Pettit est le copilote. Les deux hommes habitent en Floride. Chacun sait que les passagers détestent les retards. Ils détestent ça. Eh bien, les pilotes aussi. Et c'est valable pour tout le système de trafic aérien, parce que c'est pénible pour tout le monde. Parmi les passagers, Bert Hamilton, un directeur des achats du Maryland, est en voyage d'affaires. Priscilla Tirado part s'installer en Floride avec son mari José et leur bébé. C'est le liquide de dégivrage. On doit en avoir besoin. À 14h45, le Boeing est dégivré. Si les ailes restent dégagées, sans neige et sans glace, il devrait pouvoir décoller dès que l'aéroport ouvrira. Une heure et 15 minutes plus tard, le trafic peut enfin reprendre. On réouvre, ok. Allez, c'est parti. Mais les contrôleurs font face à un casse-tête logistique. Eastern 113, autorisation de roulage. Eastern 113, autorisation de roulage.
plus de 20 avions attendent de pouvoir décoller ou atterrir. Beaucoup de gens parlaient en même temps pour demander quand leur tour allait venir. Vol 1625, autorisation de roulage. Vitesse du vent 010. Dans ce genre de situation, il y a beaucoup de tension dans la tour de contrôle. Attendez, vol 804. Il y a 40 ou 50 appareils qui veulent tous décoller en premier. Eastern 1551. Cela augmente la pression sur les équipes au sol et aussi sur la tour de contrôle. Vol 90, vous pouvez vous placer derrière. Le DC-9 de New York Air. Vol 90, derrière le DC-9. Le vol 90 s'apprête à décoller derrière un DC-9 de la compagnie New York Air. Tandis que le Boeing roule vers la piste de décollage, l'hôtesse Kelly Duncan passe une dernière fois en cabine. Vol 58, décollage. Vol 58, décollage. Ça va être à nous. Au boulot. Compensateur de stabilisateur à 5.3. Ok, EPR sur 204. ok. 5-6, autorisation d'atterrir. Vol 56, autorisation d'atterrir. Vol 90, autorisation de roulage pour décollage immédiat. Vol 90. Mesdames et messieurs, nous allons décoller dans quelques instants. On a entendu l'équipage annoncer qu'on allait décoller. Je n'y croyais plus. Vol 90, autorisation de décollage. 90, autorisation de décollage. Les gaz, Ok. Aujourd'hui, le décollage sera confié à Roger Pettit, le copilote. Le commandant Wheaton surveillera les instruments. Les moteurs accélèrent vite. Il fait vraiment froid ici. L'appareil a rapidement la puissance suffisante pour s'élancer. Le Boeing doit atteindre la vitesse minimum de décollage, 349 nœuds. Regarde-moi ça. C'est pas normal. si. Si, regarde, 80. Bon, peut-être que ça va. 120. Joe Stiley, qui est pilote et connaît cet aéroport, sent que quelque chose ne va pas. J'étais de plus en plus nerveux. V1. Lorsque l'avion décolle, son mauvais pressentiment s'intensifie. Quand on a décollé, j'ai presque tout de suite vu que l'avion ne volait pas normalement. Je me suis tourné vers Nikki et j'ai dit « Il y a un gros problème. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Tous les plats et les tasses qui étaient dans les placards se sont mis à trembler en faisant beaucoup de bruit. Et l'avion a commencé à être secoué. Le vibreur de manche s'active, prévenant les pilotes que l'avion perd de la portance. Doucement. Le commandant presse le copilote de pousser le manche vers l'avant, afin de regagner de la portance. Pousse, pousse. Joe Stiley se prépare au pire. Fais comme moi. J'ai baissé la tête et j'ai vu que les gens autour me regardaient. Et puis quelques-uns ont suivi mon exemple. Allez, pousse, pousse. On grimpe à peine.
d'1 minute après le décollage, le vol Air Florida 90 plonge vers le sol. Garde la tête baissée. Les pilotes poussent les moteurs, mais il est trop tard. On va s'écraser. Je sais. L'avion percute un pont au-dessus du fleuve Potomac. On a eu l'impression de tourner à 90 degrés, comme si l'avion allait faire un tonneau. Ensuite, on a percuté l'eau et l'impact a été très fort, beaucoup plus fort que contre le pont. Là, j'ai senti que je perdais connaissance. Je pensais que j'allais mourir. Le vol Air Florida 90 coule dans les eaux glacées du fleuve Potomac. Quand j'ai repris conscience, j'étais debout dans mon siège et l'eau commençait à rentrer dans ma bouche et dans mon nez. J'avais les 2 chevilles cassées. Alors j'ai dégagé ma jambe et puis j'ai fait la même chose pour la jambe droite de Nikki. Elle avait le même problème. Ensuite, je l'ai tiré par la main et j'ai commencé à avancer vers l'arrière en passant au-dessus des sièges derrière moi. Seules 6 des 79 personnes à bord réussissent à s'extraire de l'épave pour remonter à la surface. J'ai su que j'étais sorti de l'avion quand j'ai vu de la lumière. Le Boeing a tout détruit sur son passage. 4 automobilistes pris dans des embouteillages ont été tués dans leur voiture. 4 autres sont gravement blessés. L'avion a balayé le pont de la 14e rue avant de tomber dans l'eau. Personne ne sait ce qu'il est advenu des passagers et de l'équipage. Chester Panzer, reporter caméraman, est rapidement informé de l'accident. Le bureau nous a appelés sur la radio pour dire qu'un avion s'était écrasé. Chester, tu m'entends? Il y a eu un crash à l'aéroport national. J'ai foncé sur l'autoroute. Lorsque le caméraman arrive sur place, les équipes de sauvetage sont déjà en action. Il y a notamment un hélicoptère de la police. On a pris notre matériel dans le coffre. On entendait le bruit de l'hélicoptère au loin. Et on a branché le câble qui allait de la caméra à la console d'enregistrement. Il y avait une lumière clignotante. J'ai commencé à filmer et la première chose que j'ai vue, c'était une personne qu'on chargeait dans une ambulance. C'est Burt Hamilton, le directeur des achats venu du Maryland. Il est le premier survivant à être évacué. Les autres rescapés luttent encore dans le fleuve glacé. L'hôtesse Kelly Duncan tente d'attraper la corde. À côté, avec un gilet de sauvetage, c'est Nikki Felch, la secrétaire de Joe Stiley. Priscilla Tirado a perdu son bébé et son mari a disparu. Elle s'agrippe à Joe Stiley, l'homme d'affaires. Quand je suis remonté à la surface, l'avion avait disparu. Il ne restait que ce petit bout auquel je me tenais. Le dernier rescapé est à peine visible sur l'image. C'est Harland Williams. Il est coincé dans les débris et exhorte les autres à se faire évacuer en premier. Il y avait un monsieur attaché à son siège, juste devant nous. Il ne pouvait pas se dégager parce que des câbles s'étaient enroulés autour de lui. Il était complètement coincé. Je me suis tourné vers Nikki et j'ai dit « Je suis mal en point, je ne peux pas nager, mes jambes ne m'obéissent plus. » Il y avait un gros trou dans la glace et autour, des grandes fissures. C'était comme si on avait jeté une balle de baseball dans une vitre. En levant la tête, j'ai vu qu'il y avait une foule sur le pont et sur la berge qui nous regardait. Et nous, on était en train de mourir de froid. Tous ces gens étaient juste à côté, mais personne ne pouvait rien faire. Le fleuve est en partie gelé et charrie de gros blocs de glace. Il est trop dangereux pour les sauveteurs d'entrer dans l'eau.
Chester Panzer continue de filmer tandis qu'un deuxième survivant est évacué. C'est Kelly Duncan, l'hôtesse. Elle se tenait à la corde et l'hélicoptère la ramenait. Malgré le froid qui l'engourdit, Joe Stiley fait de son mieux pour aider deux autres passagers, Nikki Felch et Priscilla Tirado. Je tenais Priscilla de ce côté en faisant une espèce de clé de bras, et Nikki de l'autre. Mais ce bras-là ne fonctionnait pas très bien. L'hélicoptère a commencé à nous remorquer dans l'eau. J'ai perdu Nikki presque tout de suite parce que ce bras refusait d'obéir. J'ai tenu Priscilla jusqu'à mi-chemin à peu près. Et puis, on a commencé à rentrer dans des blocs de glace. J'ai percuté les blocs, l'un après l'autre, et en fin de compte, je me suis cassé toutes les côtes. À un moment donné, j'ai perdu prise et Priscilla est restée là, sur un bloc de glace. Joe Stiley est évacué par les sauveteurs, mais Priscilla Tirado se retrouve seule au milieu du fleuve. L'hélicoptère lui envoie une bouée. J'ai regardé la manœuvre. Et je l'ai vue lâcher prise. Elle a lâché la corde. J'ai réalisé que cette femme allait se noyer sous mes yeux. Elle était en pleine eau, poussée sous la surface par le souffle du rotor. Un témoin de la scène décide d'agir. Il n'a pas réfléchi à la température de l'eau, ni au risque. C'est Lenny Skutnik, un fonctionnaire du gouvernement fédéral. C'est un héros. Il a eu le cran de se lancer sans penser aux conséquences. Lenny a réagi. Tous les autres sont restés à regarder. Je voulais agir, mais je ne pouvais pas. Priscilla Tirado doit la vie à l'acte d'héroïsme de Lenny Skutnik, mais son bébé et son mari sont parmi les victimes. Un sauveteur est sorti de l'hélicoptère pour attraper Nikki Phelps. Et il l'a hissé sur le patin du mieux qu'il pouvait. Mais il n'était même pas attaché à l'hélicoptère. Il se tenait en équilibre, ce qui est assez incroyable. 45 minutes sont passées depuis le plongeon du Boeing dans les eaux glacées. Il n'y a plus aucun espoir de retrouver d'autres survivants. Nikki Phelps a été la dernière évacuée. Seules 5 personnes ont survécu au crash. Reculez s'il vous plaît, la presse aussi. Dans les heures qui suivent, arrivent sur place les enquêteurs du NTSB, le Conseil national de la sécurité des transports. Leur seule certitude est que l'appareil n'a pas beaucoup grimpé, car le crash s'est produit à guère plus d'1 kilomètre de la piste. Tout ce que nous savions, c'était que l'appareil n'était apparemment pas cabré quand il a percuté le pont, ce qui semblait indiquer une perte de contrôle. Mais nous ne savions pas à quoi c'était dû exactement. À l'aéroport, les enquêteurs rassemblent le maximum d'informations. C'était une journée difficile. Il neigeait. Notamment sur les conditions météo. L'aéroport a été fermé pendant 1 heure et 15 minutes. Le temps de dégager la piste. Le premier facteur à prendre en compte, c'est le temps qu'il faisait. Les conditions météo sont toujours une des premières préoccupations lorsqu'on cherche la cause d'un accident. Les enquêteurs apprennent que la fermeture de l'aéroport a retardé le vol 90 de plus d'1 heure. Si de la neige et de la glace se sont accumulés sur les ailes pendant ce temps, cela a peut-être empêché l'appareil de grimper. La neige et la glace peuvent perturber l'écoulement de l'air, diminuant ainsi la portance. Le dégivrage de l'appareil est extrêmement important. Même une contamination minime peut affecter la performance des ailes, qu'il s'agisse d'un appareil léger ou d'un appareil lourd. Les enquêteurs vérifient les opérations de dégivrage effectuées. Il fallait absolument contrôler l'efficacité du dégivrage.
Les procédures d'Air Florida prévoient d'utiliser une solution puissante, conçue pour des températures très basses. En fait, le liquide de dégivrage dissout la neige et la glace en une sorte de mixture. Donc, quand ce liquide est appliqué pour la première fois et que le mélange est très concentré, c'est assez efficace. Les enquêteurs constatent cependant que le mélange n'avait pas la concentration maximale. Il fallait notamment vérifier quel équipement avait été utilisé, quel type de mélange, ainsi que les procédures suivies. Le liquide de dégivrage doit être dosé en fonction de la température. C'est le liquide de dégivrage. Si le mélange n'était pas assez concentré, une couche de glace s'est peut-être reformée sur les ailes. Donnez-moi le bulletin météo. Les enquêteurs vérifient les températures enregistrées à l'aéroport durant la longue période de fermeture. Ils constatent alors que même s'il n'avait pas la concentration maximale, le mélange aurait dû remplir sa mission compte tenu des conditions. Ça n'a pas pu causer le crash. D'autres appareils ont décollé, ce qui signifie que le dégivrage a fonctionné pour d'autres compagnies. Donc cet avion devait avoir un problème particulier qui a causé le crash. Pour comprendre l'accident, les enquêteurs ont besoin d'éléments concrets. Or, la plupart des débris sont encore au fond du fleuve. Il se trouve que l'appareil avait plongé dans le Potomac et les eaux étaient troubles, il y avait de la glace. En conséquence, il a été extrêmement difficile de sortir l'épave du fleuve. La queue est remontée à la surface, ainsi que d'autres parties, mais le processus a été très long. Les moteurs s'étaient détachés des ailes sous le choc, et les pièces étaient dispersées un peu partout. Donc il a été difficile de reconstituer l'appareil. Une semaine après le crash, la chance sourit aux enquêteurs lorsque les boîtes noires sont retrouvées au fond du fleuve. Elles ne semblent pas endommagées. En 1982, les enregistreurs de données de vol sont bien moins sophistiqués qu'aujourd'hui et ils ne consignent que quelques paramètres. Néanmoins, il y a suffisamment d'éléments pour que l'enquêteur du NTSB, John McIdle, découvre un indice crucial. J'attends les résultats. Il y avait l'altitude et l'heure. Donc on pouvait en déduire combien de temps l'appareil avait roulé sur la piste avant de décoller. Il a fallu 45 secondes au vol 90 pour décoller, 15 secondes de plus que la normale. Le décollage était très lent. C'est pas normal, si? L'accélération était lente. Il y avait un problème de puissance. Le Boeing a finalement pu atteindre la vitesse de décollage. V1. Mais la puissance moteur était insuffisante pour grimper. L'appareil n'a pas grimpé normalement. Donc à l'évidence, il y avait un problème de puissance. C'est un élément important, mais l'enregistreur de données de vol ne permet pas d'identifier le problème. L'enregistreur ne dit rien sur les moteurs, leur régime ou quoi que ce soit d'autre. John McIdle espère trouver des réponses dans l'enregistrement des conversations du poste. C'est la tempête. J'ai jamais vu autant de neige. Tandis que l'avion roule sur la piste derrière un DC-9, les pilotes discutent des conditions météo. Il faudrait redégivrer. En tout cas, le pare-brise sera bien dégivré. D'après la conversation, de la glace s'était reformée sur les ailes. De toute façon, au bout des ailes, Ça va partir tout seul, tout ça. Les pilotes savent qu'un nouveau dégivrage entraînera un retard supplémentaire. Si l'appareil quitte sa place dans la queue, quand il reviendra, il y aura une longue file d'avions devant lui. C'est l'un des facteurs à prendre en compte pour un commandant de bord, avant de retourner ou non au terminal. J'ai une idée.
le commandant Wheaton semble avoir utilisé une stratégie non conventionnelle pour dégivrer l'appareil sans perdre sa place dans la queue. Il place son Boeing dans le sillage des réacteurs du DC-9 devant lui. Ils se sont approchés de l'appareil qui les précédait, un DC-9, en pensant que le souffle des réacteurs allait dégivrer leur appareil. Les réacteurs du DC-9 expulsent à 100 km/h des gaz chauffés à 300 degrés. Tu vois le bout de l'aile de ton côté? Il y a une petite couche. Moi, j'ai une couche d'1 bon centimètre sur toute la longueur. L'échange est inquiétant. Il semble indiquer que les pilotes ont expérimenté une procédure non officielle. Cependant, rien dans la conversation n'explique pour l'instant une perte de puissance moteur. Les gaz. Ok. Puis, John McIdle entend quelque chose d'alarmant. Oh, regarde-moi ça. En pleine accélération sur la piste d'envol, le copilote signale un problème. C'est pas normal. Si, regarde, 80. Mais le commandant de bord le persuade que ce n'est rien. Bon, peut-être que ça va. Il a senti que l'accélération était lente. On peut sentir l'accélération dans le dos. Un pilote expérimenté qui a fait ça des milliers de fois peut se rendre compte que l'appareil devrait aller plus vite. C'est une question de sensation. Il y a quelque chose qui cloche. Il aurait dû se fier à son instinct. Repassez-moi ça. Les enquêteurs se demandent si les pilotes ont fait d'autres erreurs. Vol 9-0, autorisation de roulage pour décollage immédiat. Ça va être à nous. Au boulot. La puissance moteur, soit la poussée nécessaire au décollage, est différente pour chaque vol. Elle doit prendre en compte le poids de l'appareil, la longueur de la piste et les conditions météo. Compensateur de stabilisateur à 5.3. Les enquêteurs entendent le copilote régler un curseur afin de se rappeler de la poussée nécessaire. EPR sur 204. Ok. Or, l'objectif de poussée est peut-être insuffisant par rapport au poids de l'appareil. Cela pourrait expliquer l'accélération anormalement lente, ainsi que le manque de puissance pour grimper. Peut-être que les moteurs fonctionnaient, mais que la puissance ou la poussée ne permettait pas d'avoir une portance suffisante pour voler. Le poids de l'appareil a été noté avant le vol. Les enquêteurs se basent sur ce chiffre pour calculer la poussée nécessaire à un décollage en toute sécurité. Tout est OK. Il n'était pas surchargé. Venez, j'ai une idée. L'enregistreur de données ne fournissant que peu d'éléments, John McIdle décide de recourir à une méthode innovante pour étudier la poussée des moteurs. Je ne crois pas que cette méthode ait été utilisée pour n'importe quel autre accident. L'enquêteur espère pouvoir déterminer la puissance fournie par les moteurs en analysant leur son. Les turbines des réacteurs font en effet des bruits différents en fonction de leur vitesse de rotation. Lorsque le moteur a besoin de plus de puissance, la turbine tourne plus vite et la fréquence du son change. Prêt? Ouais. Le son des moteurs devrait donc révéler quelle puissance ils fournissaient. Car le Boeing 737 a une particularité. Les réacteurs sont très proches du cockpit. En conséquence, John McIdle peut simplement utiliser l'enregistrement de la boîte noire. C'est unique dans le sens où le son des moteurs est enregistré comme un bruit de fond sur l'enregistreur de conversation du poste. La bande est analysée dans un studio insonorisé. 120. V1. Doucement. Nous avons fait une analyse numérique de l'enregistrement.
ce qui nous a permis d'éliminer tous les autres sons pour ne garder que la fréquence correspondant au bruit des moteurs. Enlevez le vibreur de manche. Pousse. Allez, Enlevez les voix de l'équipage. pousse. Le technicien élimine tous les bruits dans le cockpit jusqu'à ce qu'il ne reste plus que le son des moteurs. C'est un processus assez technique et complexe d'étudier les fréquences des pales et du bruit extérieur pour faire la comparaison avec un décollage normal. Mais toute cette analyse a été réalisée par des spécialistes des enregistreurs de conversation du poste. Augmentez le volume. Les résultats sont clairs. Les moteurs n'étaient pas à plein régime. L'analyse sonore a montré que les turbines tournaient à une vitesse correspondant à 70% de la puissance moteur environ. En fait, cela signifie que l'appareil a décollé avec 1,5 réacteur environ. Les enquêteurs savent désormais que les réacteurs du Boeing ne tournaient pas à plein régime lors du décollage. Reste à savoir pourquoi. Parmi les débris, une pièce va fournir l'élément clé. C'est l'indicateur EPR, acronyme anglais signifiant rapport de pression du moteur. À l'aide d'une sonde, cet appareil mesure la pression de l'air traversant la turbine, ce qui permet de calculer la poussée. Les gaz. Ok. L'indicateur permet de savoir si l'avion a suffisamment de puissance pour grimper. S'il était défaillant, les pilotes ont peut-être été induits en erreur. C'est un indicateur physique en temps réel de la poussée. Le copilote avait des doutes sur l'indicateur EPR. Regarde-moi ça. C'est pas normal? Si? Mais le commandant de bord a fait l'erreur de se concentrer uniquement sur la vitesse. Si, regarde, 80. Bon, peut-être que ça va. Un examen détaillé de l'indicateur EPR révèle une anomalie. Impossible. L'aiguille est restée figée. Or, la valeur affichée se révèle impossible. L'aiguille indiquait une puissance supérieure à ce que les moteurs étaient capables de produire. Ça sautait aux yeux. Les gaz. Il paraît désormais probable que l'indicateur affichait une valeur erronée. L'important est de découvrir pourquoi. La puissance affichée était supérieure à la puissance réelle. Pour quelle raison? Les enquêteurs commencent à penser que les conditions météo ont dû jouer un rôle dans l'accident. Ils se concentrent sur la sonde EPR, placée à l'avant des réacteurs. Si le petit capteur était couvert de glace ou de neige, il a peut-être transmis des données incorrectes au pilote. Il nous faut un autre avion. John McIdle n'a pas de preuve que le capteur était bloqué, mais il décide de se fier à son intuition. J'ai organisé un test avec un 737 car j'avais des doutes sur les indicateurs EPR. L'enquêteur utilise un bout de scotch pour simuler la couche de glace recouvrant le capteur. Puis, il reproduit les actions des pilotes le jour de l'accident. Ok, allez-y. En enregistrant le son des moteurs de l'intérieur du cockpit. Plus de gaz. Il augmente la puissance jusqu'à ce que les indicateurs EPR atteignent l'objectif fixé par les pilotes. C'est bon. On va voir si j'avais raison. Le blocage des capteurs lors du test devrait reproduire la même défaillance moteur. Auquel cas, le son des réacteurs sera donc identique. Voyons ce que ça donne. John McIdle compare le son du test avec la bande de l'enregistreur de conversation. C'est exactement ça.
J'en ai conclu que les capteurs des 2 réacteurs étaient bloqués par quelque chose, probablement de la glace. Donc les indicateurs affichaient effectivement la puissance nécessaire, mais cette information était fausse. Les enquêteurs en sont désormais certains. Si les pilotes n'ont pas suffisamment augmenté la puissance moteur, c'est à cause des capteurs recouverts de glace. Lorsqu'ils réalisent leur erreur, il est déjà trop tard. Ils ont mis les pleins gaz, mais seulement 5 secondes avant l'impact. C'était trop tard. Le Boeing 737 dispose pourtant d'un système de dégivrage thermique capable de faire fondre la glace sur les sondes EPR. Compensateur de stabilisateur à 5.3. Ok. EPR sur 204. Ok. Anti-givrage. Off. Mesdames et messieurs, nous allons décoller. Incroyable. En pleine tempête de neige, ils mettent le dégivrage sur off. Les enquêteurs ont constaté avec stupéfaction que dans la checklist, la réponse pour le système de dégivrage a été un nom de routine. Et les 2 pilotes ont accepté cela. L'équipage basé en Floride semble avoir suivi la procédure habituelle, adaptée à une météo clémente. Leur façon de voir les choses était celle de la Floride. Ils ne pensaient pas aux conditions hivernales quand il y a eu cet échange entre eux dans le cockpit. Cependant, pour John McIdle, une question reste en suspens. Le Boeing 737 est conçu pour pouvoir décoller avec un seul réacteur. Même avec le manque de puissance moteur, le vol 90 n'aurait pas dû s'écraser. Cet appareil est conçu pour décoller avec un seul moteur, lorsqu'il a dépassé une certaine vitesse. Et c'était le cas. Donc il devait y avoir un autre problème. En étudiant les dossiers des pilotes, les enquêteurs constatent que le commandant Wheaton a des antécédents de non-respect des procédures. Regardez-moi ça. Commandant Wheaton. Toute une liste de peu satisfaisants. De nombreuses infractions ont été signalées, en particulier lors du décollage et de l'atterrissage. Peu satisfaisants pour le respect du règlement, pour l'utilisation de la checklist, pour les procédures de vol. Les antécédents du commandant de bord expliquent sa manœuvre inhabituelle durant le roulage. En réalité, quand le DC-9 a soufflé de l'air chaud sur l'avant des ailes, la glace et la neige ont fondu et ont été repoussées vers l'arrière. Mais ensuite, cette eau a regelé et s'est retransformée en glace. Tu vois le bout de l'aile de ton côté? Il y a une petite couche. Moi, j'ai une couche d'1 bon centimètre sur toute la longueur. En conséquence, c'était plutôt néfaste pour l'appareil. Selon les enquêteurs, la glace sur les ailes n'aurait que légèrement affecté les performances de l'appareil. Mais si l'on ajoute à cela le manque de puissance moteur, la portance devenait insuffisante pour grimper. La seule question restante est de savoir pourquoi l'équipage a pris un tel risque. Il faudrait redégivrer. En tout cas, le pare-brise sera bien dégivré. Les enquêteurs pensent que les pilotes ont sous-estimé les risques par manque d'expérience. Ils étaient basés en Floride. Aucun des 2 n'avait l'habitude de voler dans des conditions hivernales. De toute façon, au bout des ailes, ça va partir tout seul, tout ça. Je crois que le commandant avait 8 décollages à son actif dans ce type de conditions. Et le copilote, qui devait se charger du décollage ce jour-là, en avait 2. Donc, pour ce qui est de la capacité de l'équipage à comprendre toutes les ramifications des conditions environnementales, on peut dire qu'il était littéralement incompétent. Dans la violente tempête de neige, les erreurs de jugement et le manque d'expérience de l'équipage sont une combinaison fatale. Le commandant savait que les conditions étaient mauvaises à Washington. Il voulait partir. V1. L'enquêteur du NTSB, John McIdle, a découvert l'enchaînement d'erreurs qui a mené au drame.
Les gaz. Ok. Roger Pettit commence à actionner la manette de poussée en visant un objectif précis de 2,04 sur les indicateurs EPR. Or, les capteurs EPR sont couverts de glace et l'aiguille grimpe rapidement en donnant de fausses informations. Les pilotes de Air Florida n'ont pas l'habitude des conditions hivernales. Il fait vraiment froid ici. Et ils attribuent le comportement des moteurs au froid. On entend le copilote s'inquiéter. Regarde-moi ça. C'est pas normal. Si? Mais le commandant de bord ne réagit pas. Si, regarde, 80. Le commandant aurait dû annuler le décollage pour essayer de résoudre ce problème de moteur. V1. Quelques secondes après le décollage, le vibreur de manche signale au pilote que l'appareil perd de la portance et risque de décrocher. Le copilote tente de réagir. Pousse, pousse. Mais la glace sur les ailes handicape l'appareil. S'ils avaient mis les pleins gaz environ 10 secondes plus tôt, ils auraient pu s'en sortir. On va s'écraser. Je sais. L'accident a été causé par une série d'erreurs, des mauvaises décisions prises par cet équipage particulier. J'ai compris très vite que les pilotes ne faisaient pas bien leur boulot avant même d'arriver au bout de la piste. Je me suis dit, c'est dommage parce qu'on va tous mourir. Et c'est ce qui s'est passé pour la plupart d'entre nous. Le 13 janvier 1982, la série d'erreurs commises par les pilotes du vol Air Florida 90 a causé un bilan tragique. 78 victimes, 5 survivants et un héros. Pour la bravoure dont il a fait preuve en sauvant Priscilla Tirado, Lenny Skutnik est honoré par le président Ronald Reagan au Congrès américain. Durant le discours sur l'état de l'Union, il reçoit une ovation. En l'honneur du passager décédé durant le sauvetage, le pont de la 14e rue de Washington est renommé pont Harland Williams Jr. La catastrophe du vol Air Florida 90 a marqué un tournant dans les procédures de sécurité hivernale. Les pilotes du monde entier ont appris énormément de choses de cet accident. Depuis l'accident du vol Air Florida, plus personne ne décolle s'il y a contamination des ailes. C'est presque inconcevable. À la suite de ce drame, les aéroports des régions froides ont amélioré leurs procédures de dégivrage de façon à ce que ces opérations soient effectuées juste avant le décollage. De puissantes machines dégagent aussi les pistes plus rapidement, évitant ainsi de longs retards après de fortes chutes de neige. Aujourd'hui, nous avons ces nouveaux véhicules multifonctions qui peuvent balayer, souffler et fraiser la neige. Des grosses machines à $1 million. Depuis la catastrophe du vol Air Florida, pilotes et autorités comprennent mieux les risques des vols hivernaux. Malheureusement, il a fallu cet accident pour que beaucoup d'efforts soient consacrés à ce problème. Le givrage est un danger depuis l'époque de Lindbergh et la traversée de l'Atlantique. Et c'est un problème qui continuera de nous affecter à l'avenir.